Bienvenue à tous. Au menu de ce débat doc, aujourd'hui, un reportage de la rédaction de LCP réalisé par Céline Crespi et Pierre-Yves Denohinck. Son titre, Vancorex, la chute d'une filière française, l'histoire d'une usine chimique grenobloise qui passe sous pavillon chinois, une reprise synonyme de casse sociale puisqu'environ 10% seulement des emplois devraient être préservés. L'histoire aussi, vous allez le comprendre, de l'abandon de la production sur notre territoire de composants stratégiques pour le nucléaire civil et militaire français. Je vous laisse le découvrir et je vous retrouverai juste après sur ce plateau en compagnie de la présidente de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, Aurélie Trouvé, de l'ancien secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, et de l'économiste et éditorialiste Pascal Perry. Avec eux, nous nous interrogerons sur le sujet stratégique que constitue la préservation de notre souveraineté industrielle. Bon doc. L'histoire de Vancorex, c'est celle d'une usine de la région grenobloise. L'histoire de la faillite d'un fleuron industriel, un drame social. J'ai fait toute ma carrière dans la chimie et pétrochimie, et ben on tombe de haut quoi. C'est aussi l'histoire d'une perte de souveraineté nationale, d'une usine française qui passe aux mains des Chinois. Si on coupe ce circuit, on ne pourra plus refroidir le cœur de nos centrales nucléaires. Il en va aussi de notre souveraineté de façon globale, notre pays en matière industrielle. C'est l'histoire d'un combat, de salariés et d'élus qui vont tout faire pour sauver leur entreprise. On ne peut pas se résoudre à avoir ce dossier clos tout simplement. Le problème c'est qu'on a un État qui est plutôt là pour accompagner les fermetures d'usines que pour se battre et prendre des risques avec nous, donc c'est dommage. Retour sur une tragédie qui s'est jouée en 5 actes. À 300 mètres de la plateforme chimique où se situe Vancorex, vit Anne-Marie Delafosse. Depuis quelques jours, elle est stressée par ce qui pourrait arriver dans sa boîte aux lettres. Alors ? Il y a Pas de nouvelles. Pas de nouvelles ? Non. Bon. On sait pas quand maintenant. On attend. Anne-Marie redoute de recevoir sa lettre de licenciement. Cela fait 6 mois que son entreprise est en redressement judiciaire et elle craint de faire partie des 400 salariés mis à la porte. Elle a 55 ans. Depuis plus de 30 ans, elle travaille chez Vancorex. Cette entreprise, c'est une institution dans la région, un haut lieu de la chimie made in Grenoble, ouverte en 1916 pour fabriquer le gaz moutarde durant la Première Guerre mondiale. Je suis fière de mon usine, moi. Moi, je suis contente de travailler dans cette usine. Une deuxième maison. Hein. C'est toute une vie. J'ai mes oncles qui ont travaillé dans cette usine, mon papa, mon grand-père. J'ai un oncle qui est décédé en 1969 dans cette usine. Ça peut pas finir comme ça. On en a gros parce que c'est tous les collègues, s'il y en a certains, ça me fait peur. Je dis comment ils vont faire? Ils ont des enfants. S'il est seul à travailler, ça va être compliqué. Ça va mettre des familles entières dans la misère. C'est pas possible, le gouvernement ne peut pas laisser faire ça. Il peut pas. Depuis la mise en redressement judiciaire de l'entreprise, une seule offre, celle d'un repreneur chinois. Le problème, c'est qu'elle prévoit la suppression de près de 90% des emplois. En ce 4 février, dans ces bureaux se tient un rendez-vous important, un CSE durant lequel les représentants du personnel tentent de limiter la casse. Mais en sortant, Séverine Dejoux, la déléguée du personnel, et son collègue Denis Carré sont totalement sonnés, car l'offre du potentiel acquéreur chinois prend des allures de catastrophe sociale. Bonjour, alors c'est instructif. Instructif. C'est un grand mot, ça. Disons que voilà, on a pu avoir des échanges avec eux. Maintenant, il y a encore beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de choses sur lesquelles on n'a pas de réponse et puis des inquiétudes encore. Il a fait une offre à 54 postes. Elle n'a pas été améliorée depuis la dernière fois qu'on s'est vu au mois de décembre. Donc ça veut dire qu'il y aurait pas loin de 400 licenciements.
Ce repreneur s'appelle Wanhua. C'est un concurrent chinois de Vancorex. Un concurrent qui lui a mené une guerre commerciale sans pitié en cassant les prix. Wanhua est bien aujourd'hui un des responsables de la situation qu'on a eue à Vancorex. La quantité de produits qu'il a mis sur le marché européen, alors que ça n'existait pas avant, en tout cas pas de sa part, sur le secteur européen, a fait énormément de mal à Vancorex, et pas qu'à Vancorex d'ailleurs. Une concurrence féroce, ajoutée à un coût du gaz qui a explosé. Résultat, 80 millions d'euros de pertes l'année dernière. Mais pas seulement. Dans sa chute, Vancorex provoque une réaction en chaîne. À quelques kilomètres de là, une autre société, Arkema, un client de Vancorex. Depuis un mois, une partie des salariés fait grève car la direction a décidé de supprimer 150 emplois en prévision de la fermeture de Vancorex. Éric Jamillon travaille chez Arkema depuis 10 ans. Et comme beaucoup, il ne comprend pas la précipitation de son entreprise à licencier. Alors ce qui m'a surpris, on va dire, c'est un petit peu l'opportunisme. Vancorex, ils sont encore en période d'observation, donc il y a encore des chances que Vancorex soit sauvé. Nous, on est déjà condamnés. Donc il y a déjà ça qu'on ne comprend pas. Ça allait trop vite. On n'a laissé aucune chance à Vancorex ou même Arkema se laisse aucune chance de se retourner. Donc du coup, ça, c'est très, très, très frustrant. Aujourd'hui, des ateliers comme le Chlorsoud, c'est des ateliers qui, en 2020, ont tourné en partie pour l'État, qui était très content pour le Covid, qui ont fourni du chlore, de la soude, de la javel pour la désinfection. Et tout le monde nous a remerciés. Aujourd'hui, moins de 4 ans après, on nous remercie en nous mettant dehors alors qu'il n'y a qu'une filière sel à sauver. Le sel, c'est bien cela le nœud du problème. En arrêtant sa filière sel, Vancorex ne pourra plus approvisionner Arkema. Une justification imparable pour le directeur du site. Vous avez ici la matière principale du site, qui est en fait du sel purifié. Et il s'agit vraiment de la matière première sur nos 2 ateliers d'électrolyse. Avec ce sel, Arkema fabrique du chlore, de la soude et du chlorate de sodium. Mais sans le sel de Vancorex, tout est remis en question. Ce sel qui vient de Pont-de-Clay, historiquement en quantité et en qualité, ne peut pas être remplacé. Et aujourd'hui, l'alternative que nous avons pu trouver, c'est un sel purifié allemand qui nous permet uniquement d'alimenter l'atelier chlorate de sodium, qui est moins exigeant en termes de qualité de sel et surtout qui consomme moins de sel. Exit donc la production de chlore et de soude, pour des raisons de qualité de sel, mais aussi pour des raisons de coût. Le sel allemand est 3 fois plus cher que le sel de Vancorex. Mais les salariés, eux, ont du mal à avaler la pilule, d'autant que le site fait 30 millions de bénéfices chaque année. Ce jour-là, Séverine Dejoux de Vancorex rejoint les salariés d'une dizaine d'autres entreprises chimiques, toutes implantées dans la vallée du Rhône. Ils viennent protester devant l'usine Arkema. C'est important pour nous, mais c'est important pour nous tous, je dirais collectivement, puisqu'on est tous impactés. La chimie, c'est un grand écosystème, et donc quand il y en a un qui tombe, c'est l'ensemble des salariés derrière de toute l'industrie qui vont être impactés. Donc voilà, on sait qu'il faut se mobiliser collectivement. Bon, camarades, on se retrouve à 14h30 pour le départ. Donc je vous souhaite à tous une bonne manif. Voilà, à tout à l'heure. Les manifestants pensent que l'activité sel d'Arkema a été sacrifiée, non pas parce qu'elle n'était pas rentable, mais parce qu'elle ne rapportait pas suffisamment à l'entreprise. De l'avis général, Arkema regarderait un peu trop son cours de bourse. Vous n'êtes pas tout seul. Tous ces actionnaires qu'il y a qui s'en mettent plein les poches, là. On est bien d'accord, on ne lâchera rien. Il ne faut rien lâcher quand même. Les salariés ne sont pas les seuls à penser qu'Arkema aurait pu éviter les licenciements. Merci, c'est gentil. Christophe Ferrari est le maire de Pont-de-Clay. Il est aussi le président de la métropole de Grenoble. Et depuis des semaines, il soutient les grévistes. Merci, bonjour à toutes et à tous.
Arkema n'est pas dans la même situation que Pont-Clé, que Vancorex. À Vancorex, nous avons une cessation de paiement. Ici, il n'y a pas de cessation de paiement. Nous avons une entreprise qui a délibérément utilisé la situation de Vancorex pour dégraisser et pour tout simplement licencier. Nous ne pouvons pas l'accepter. Christophe Ferrari a fait ses calculs. Si Vancorex et Arkema licencient, des sous-traitants vont fermer, des commerçants avec. Un effet domino. Au total, plus de 6 000 emplois seraient menacés. L'effet domino, il est ravageur, il est fatal, il est létal. Il est létal, ça nous mettra... ça va nous replonger aux pires périodes, je dirais, en termes de récession. Et, parce que c'est des emplois, mais c'est du chiffre d'affaires. Donc c'est aussi de l'argent qui vient sur ce territoire en termes de développement et qui fait vivre des familles, qui fait vivre des commerçants, qui fait vivre d'autres choses. Donc c'est létal. Élus et syndicalistes veulent sauver Vancorex. Mais il ne leur reste qu'un mois avant que le tribunal de commerce ne se réunisse pour décider du sort de l'entreprise. Bonjour les camarades, ça faisait longtemps. Pour eux, une solution existe, la nationalisation temporaire de Vancorex. On a fait un courrier pour demander à être reçu également. J'espère qu'on aura une réponse. Ce serait bien qu'on puisse aussi aller s'exprimer auprès du ministre. Pour y parvenir, ils vont devoir donner une portée nationale à leur combat. On va partir en manifestation, allez les camarades, on rejoint derrière. En ce mois de février, c'est à Paris qu'ils se retrouvent. Salut. Pour eux, il ne s'agit pas seulement de se battre pour Vancorex, mais pour l'avenir de leur secteur. 20 000 emplois dans la chimie seraient menacés. Aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement laisse faire. Et il faut absolument qu'il y ait une prise de position pour l'industrie en France. Direction Bercy, pour faire le pied de grue sous les fenêtres du ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, dans l'espoir qu'il les reçoive. Le président de l'agglomération grenobloise est aussi au rendez-vous. Ça va, oui, bien sûr. Pour eux, l'État doit intervenir, non seulement pour les emplois, mais aussi parce qu'abandonner la chimie a bien d'autres conséquences. Vancorex est un site classé Seveso. Si l'entreprise ferme, l'usine deviendra une gigantesque friche industrielle et les risques de pollution sont immenses. Il y a un outil qui permet de gagner du temps, la nationalisation temporaire, qui n'est pas un outil coûteux comparativement à ce qui devrait être fait si on doit dépolluer un site comme ça demain. C'est du bon sens. On demande du bon sens, en fait. La nationalisation coûterait 300 millions d'euros. La dépollution, 3 fois plus, selon l'élu. Le directeur de cabinet du ministre accepte finalement de les recevoir. Mais après 2 heures d'entretien, c'est la douche froide. Pas question d'envisager une nationalisation, même temporaire, de Vancorex. C'est triste d'avoir des cabinets ministériels qui ont cet état d'esprit-là, qui ne sont pas combatifs, qui ne sont pas à l'action pour sauver ce qu'est le patrimoine français. C'est effarant. La nationalisation d'une entreprise, un outil déjà utilisé par l'État en 2017 pour le chantier naval de Saint-Nazaire, au nom de la défense des intérêts stratégiques de la France. Et dans le dossier Vancorex, on peut parler d'intérêt stratégique. Le fameux sel est en effet essentiel dans des secteurs fondamentaux, et pas des moindres. La fabrication du carburant des missiles de la dissuasion nucléaire, l'entretien dans les centrales EDF, ou l'utilisation des boosters de la fusée Ariane. Sans sel, l'autonomie stratégique de la France dans tous ces domaines est menacée. La parole est à monsieur. Le cas Vancorex s'invite à l'Assemblée nationale. La députée Marie Pochon interpelle le ministre de l'Industrie lors des questions au gouvernement. Oui,
oui, on parle bien là de notre souveraineté, monsieur le ministre. C'est autant de composants, chlore, soude, tolonate, que nous devrons demain importer d'ailleurs. C'est du sel que nous cesserons de forer dans la mine dromoise d'Haute-Rive. Sur tout autant de composants, nous deviendrons dépendants d'autres puissances. Que ferez-vous pour sauver cette entreprise? Je vous remercie, Madame la députée. La parole est à Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée, sur ce sujet qui nous occupe, mes équipes et moi-même, depuis des mois, nous avons eu un échange constant avec Framatome, avec Ariane Group, et nous nous sommes assurés, avec la DGA, avec l'ensemble des services de l'État, et surtout avec les entreprises elles-mêmes, Madame la députée, que celles-ci avaient la capacité, à terme, de se fournir en France sur les composants essentiels qui venaient de la chaîne de valeur dont Vencorex fait partie. Pourtant, souvenez-vous, le directeur du site d'Arkema nous expliquait qu'en remplacement du sel de Vencorex, il serait obligé d'importer du sel allemand de moindre qualité pour fournir Ariane Group. Alors, une poignée de parlementaires menée par la présidente de la Commission des affaires économiques prend le sujet au sérieux. Ce jour-là, elle a convié des experts pour mesurer les conséquences de la fermeture de Vencorex sur notre souveraineté. Mais si on n'a plus de sel, si on coupe ce circuit, on ne pourra plus refroidir le cœur de nos centrales nucléaires. Je ne sais pas si on a conscience de l'importance de ce sujet. Alors aujourd'hui, on a un ministre, M. Marc Ferracci, qui nous dit il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, des solutions, on l'en a, même si on ferme Vencorex, même si on ferme Arkema, on peut livrer en chlore Framatome et on peut livrer Ariane Group. En fait, c'est n'importe quoi. On est devant une solution qui est complètement incompréhensible, on est devant du grand n'importe quoi. Sans compter que la disparition du sel français pourrait coûter cher à l'État, car utiliser le nouveau sel allemand nécessite de requalifier les produits, de faire des tests pour savoir si cela fonctionne, notamment avec les missiles nucléaires. Si je prends un M51, une requalification, c'est 4 tirs consécutifs. Un tir de missile, c'est pas simplement le coût du missile, c'est toute la préparation qui va autour. C'est près de 500 millions d'euros un tir de missile. Donc vous en faites 4, le calcul est vite fait, on est déjà à 2 milliards. Et là, je vous donne juste un exemple pour un produit. Je voudrais juste faire une remarque, c'est qu'on ne parle pas de t-shirt ou de bigoudi, quoi. On parle de dissuasion nucléaire. Donc, en l'occurrence, la souveraineté nationale, elle est absolument essentielle. Dans leur combat pour sauver Vencorex, les élus vont avoir une lueur d'espoir. Cette fois, c'est le Premier ministre en personne qui s'intéresse au dossier. Ce jour-là, François Bayrou reçoit une délégation d'élus à Matignon pour parler de Vencorex. Après 1 heure d'entretien, ils sortent avec le sentiment que le scénario de la nationalisation n'est pas définitivement écarté. L'engagement du Premier ministre a été de considérer que, effectivement, sauver un outil industriel comme celui-ci était effectivement un enjeu très fort pour localement, mais aussi pour le pays, et que tout devait être fait pour s'assurer que cet outil industriel puisse continuer à vivre. Mais après 15 jours de réflexion, c'est par une lettre adressée aux élus locaux que François Bayrou explique. Cette expertise a démontré que l'activité de Vencorex n'est pas viable selon tous les scénarios étudiés. Dans ces conditions, une nationalisation même temporaire de Vencorex ne saurait être la réponse en l'absence de solution de pérennité identifiée. Tout espoir semble donc perdu jusqu'à un coup de théâtre. Nous sommes le 6 mars à Lyon. Le tribunal de commerce doit statuer sur le sort de Vencorex. Au pire, la fermeture définitive de l'usine. Au mieux, la reprise par l'industriel chinois. Pourtant, Séverine Dejoux a l'air détendue. La nationalisation a certes été écartée, mais avec d'autres, elle a élaboré un plan B pour sauver Vencorex. On ne peut pas se résoudre à voir ce dossier clos tout simplement. La veille, elle a déposé un dossier au tribunal qui pourrait bien changer l'ordre des choses. Et elle veut être sûre que l'administrateur judiciaire a bien pu le consulter. Oui, j'imagine que vous avez bien reçu votre offre. Oui, et du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir accéder à la procédure? Ah oui, comme tous les autres candidats.
C'est un coup de théâtre. 22 salariés aidés par la métropole de Grenoble ont préparé dans le plus grand secret un plan pour reprendre Vencorex en société coopérative. Ils doivent encore rechercher des entreprises partenaires. Mais le tribunal va-t-il leur laisser le temps de concrétiser leur projet? À la sortie de l'audience, tous les espoirs sont permis. La période d'observation est prolongée pour 6 mois avec un rendu, avec une audience intermédiaire au 3 avril. Donc on n'ira probablement pas aux 6 mois, mais en tout cas, il y a un délai au moins jusqu'au 3 avril pour étudier les offres qui auront été concrétisées dans le temps. Donc c'est plutôt positif? C'est plutôt positif, on aurait aimé un peu plus longtemps, mais on va mettre à profit ce temps pour concrétiser notre offre. C'est donc une course contre la montre qui commence. Séverine Dejoux et tous les participants au projet de coopérative disposent de moins de 4 semaines pour réunir les fonds et proposer au tribunal un projet de reprise viable. Un mois plus tard, nous retrouvons une Séverine Dejoux tout sourire pour ce deuxième passage devant les juges. En un mois, vous avez bien travaillé. On a eu tout un tas de rencontres, tout un tas de réunions avec à la fois des collectivités, des entreprises, des investisseurs, etc., des banques. On a travaillé aussi beaucoup en interne parce qu'il faut aussi, notre offre, elle porte sur des choses concrètes, une organisation, comment est-ce qu'on remonte les ateliers, organise les services, etc. Voilà, donc on bosse en non-stop depuis un mois, on est très contente de ce qu'on a réussi à réaliser. Le défi est immense. Il faut réunir 60 millions d'euros pour faire fonctionner l'entreprise la première année. 120 millions en tout. Séverine et les porteurs de projets ont obtenu des promesses de différentes banques qui se disent intéressées. Il y avait BNP Paribas, Société Générale, Banque Populaire. Et un appui de taille, Olivier Sixt, un entrepreneur grenoblois, membre du MEDEF et ancien référent macroniste de l'Isère, qui se lance avec eux. Il sera leur DG si la coopérative est montée. Tous ici pensent réussir à convaincre le tribunal que leur projet est viable. Pour preuve, un cabinet de conseil prestigieux leur a donné son feu vert. Il y aura le cabinet BDO qui sera présent, qui va dire que ça va être tendu, mais qu'on va y arriver. Et très clairement, aujourd'hui, je pense qu'on a les engagements de tout le monde pour construire un plan qui marche. Et pour cause, en plus des 40 millions d'euros de promesses de prêt, ils ont un atout de poids. Un industriel indien prêt à damer le pion aux Chinois en investissant dans Vencorex. On a 10 ou 20 millions de capitaux, 10 millions qui sont quasiment assurés de capitaux privés. Et on est en discussion avec des investisseurs qui sont malheureusement des investisseurs étrangers pour 10 millions supplémentaires. Donc aujourd'hui, si tout le monde tient ses engagements, et il est le premier, on va y arriver et dans 4 semaines, on aura les financements. 4 semaines supplémentaires, c'est le temps nécessaire qu'ils vont demander au tribunal de commerce pour réunir ces fonds. Car à ce stade, tous ces engagements ne sont que des promesses. L'offre de reprise chinoise via sa filiale hongroise de Borkosem, elle, est bien ferme. Mais en conservant qu'une petite partie de l'activité, elle ne garde que 50 salariés. Monsieur Butillon, maître Legout, Madame Sixier. L'audience va durer près de 2 heures. Séverine Dejoux et Olivier Sixt, entendus comme porteurs de projet, n'assisteront pas aux conclusions. Seuls les délégués du personnel sont autorisés à entendre les premières impressions de l'administrateur et des juges commissaires. On va débriefer au fond. Ouais. Et ces conclusions provisoires, rapportées par l'un de leurs collègues, sont très inquiétantes. C'est violent. Tout le monde est pour l'offre de Borzoken. Qui? Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et pourtant, ils sont tous en train de dire que l'offre de Borzoken, c'est catastrophique, c'est insuffisant. Néanmoins, qu'ils ont les sous et ils ont la technologie. Nous, ils disent que c'est l'offre socialement magnifique, qu'il y a beaucoup d'ambition. On applaudit vraiment le travail qui est effectué. Néanmoins, il n'y a pas de finances, il n'y a pas d'assurance. C'est que des promesses. Donc, du coup, ils ne peuvent pas prendre de risques parce que 4 semaines,
au vu des finances qui restent, ça va mettre à quoi. Le tribunal se donne tout de même encore une semaine pour réfléchir. Les juges peuvent-ils encore changer d'avis ? Une semaine plus tard, la décision tombe. L'industriel chinois Wanhua est choisi. Sur le parking de Vancorex, il y a comme un air de cérémonie funèbre. La fin d'un site industriel plus que centenaire, où beaucoup ici ont eu un père, un oncle qui y a travaillé. Aujourd'hui, c'est 120 ans qui vont donc s'écrouler. Et j'ai une pensée pour mon père aujourd'hui. Excusez-moi. Alors oui, le temps nous a manqué. Comment cela est-il possible en 2025, dans ce pays, que l'on soit réduit à ce que ce soit les territoires qui se mobilisent pour tout simplement sauver l'industrie de ce pays, alors que nous sommes soumis à des situations géopolitiques insupportables, des attaques de la Chine sur tous nos produits, sur tout notre tissu industriel. Il n'y aura plus aucun discours crédible en matière de réindustrialisation de la France aujourd'hui. En tout cas, je n'en croirai aucun. Une colère, le sentiment qu'on brade 100 ans de recherche et de brevets et de procédés à un concurrent chinois. Une partie de l'héritage de Rhône-Poulenc et de Rhodia. Et l'impression que les représentants de l'État ne les ont pas écoutés. Eux, ils se sont toujours basés sur les études de Vancorex, celles qui ont mené à la faillite. Ils se sont basés sur les études de Vancorex et sur les dires de notre PDG, qui a été mis là au mois de mars dernier, juste pour fermer la boîte. Et ça, franchement, c'est inadmissible. Là, ils n'ont pas fait leur travail. Séverine et Denis sont comme 400 salariés licenciés, mais ils ne baissent pas pour autant les bras. Avec les partenaires rencontrés lors de leur reprise avortée, ils préparent un plan pour racheter les activités abandonnées par les Chinois, convaincus que la chimie française a encore un avenir. Vancorex, la chute d'une filière française. Reportage de la rédaction de LCP réalisé par Céline Crespi et Pierre-Yves Denoinck. L'histoire, vous venez de le voir, d'une usine chimique grenobloise qui passe sous pavillon chinois. Une reprise synonyme de casse sociale puisqu'environ 10% seulement des emplois devraient être préservés. L'histoire aussi de l'abandon de la production sur notre territoire de composants stratégiques, vous l'avez vu, pour le nucléaire civil et militaire français. De quoi s'interroger plus au-delà aujourd'hui dans ce débat doc à propos du sujet on ne peut plus stratégique que constitue la préservation de notre souveraineté industrielle. C'est ce que nous allons faire avec nos invités présents maintenant sur ce plateau de débat doc. Aurélie Trouvé, pour commencer, bienvenue à vous Aurélie Trouvé. Bonjour. Nous vous avons vu assez longuement d'ailleurs à l'œuvre dans ce documentaire à propos de ce cas Vancorex. Vous êtes député LFI de Seine-Saint-Denis depuis 2022 et depuis octobre dernier, présidente de la Commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. Vous êtes aussi ancienne coprésidente et porte-parole d'Attaque. Jean-Claude Maillet est également avec nous. Bienvenue à vous. Vous êtes ancien secrétaire général du syndicat Force ouvrière pendant 14 ans, oui. Un bail. Et aujourd'hui vice-président du think tank Sinopia. Et puis enfin avec nous, Pascal Perry. Bienvenue à vous, Pascal Perry. Vous êtes géographe, économiste et éditorialiste économique chez nos confrères de LCI. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont celui-ci, Génération Farniente, pourquoi tant de Français ont perdu le goût du travail. Et c'est un ouvrage qui est disponible aux éditions L'Archipel. Avec et après ce documentaire, ce cas Vancorex, dramatique sur le plan social, mais aussi dramatique sur le plan stratégique, et c'est notre sujet d'aujourd'hui. J'aimerais comprendre ce que vous avez tiré comme leçon, ce que vous avez compris de ce cas, au regard de notre sujet du jour, qui est la souveraineté industrielle française. Qu'est-ce que ça nous raconte, cette affaire Vancorex, dans ce cadre-là? Ça raconte une capitulation de la part de ce gouvernement et de tous les gouvernements précédents, en réalité, capitulation en matière de souveraineté industrielle.
Et ce n'est pas seulement la chimie, hein, c'est aussi l'acier, par exemple. C'est-à-dire, c'est des productions de base qui ont des répercussions sur l'entièreté de l'industrie et qui sont des actifs stratégiques. La chimie, ça a été dit dans le reportage, le sel, il sert à la dissuasion nucléaire. Souvenez-vous du président Macron qui dit « Nous voulons une dissuasion nucléaire 100% française de bout en bout ». Il a raison. Mais en fait, ce sont des mots. Et les actes sont absolument contraires à son discours, puisque dans ce cas précis, ça remet en cause justement la souveraineté nationale en matière de dissuasion nucléaire, puisque pour les missiles ou pour les fusées, qui font partie de l'armement français, eh bien, il faudra sans doute s'approvisionner en sel à l'étranger, en plus avec des coûts bien supplémentaires. Donc ça n'a même pas, il n'y a même pas de rationalité budgétaire. En réalité, je crois que ce gouvernement et le président Macron sont pris dans un dogmatisme néolibéral absolument terrible pour la production réelle. J'ai envie de vous dire, quelque part, il a son habit de banquier de Rothschild. C'est un financier, le président Macron, mais il ne comprend pas que la production réelle, elle est absolument indispensable, d'autant plus avec ce monde qui est basculé par la politique économique de Trump, hein. On l'a bien compris, et on a compris la fin de l'histoire. On a parcouru tout le chemin qu'ont essayé de parcourir à la fois les élus syndicaux, un certain nombre de responsables de collectivités locales, les forces actives de ce bassin d'emploi grenoblois, pour sauver l'entreprise. Au final, c'est bien une entreprise chinoise qui va racheter l'entreprise et qui va conserver seulement 46 salariés sur les 450 salariés que comptait cette entreprise. En travaillant le dossier, j'ai découvert qu'en réalité, cette entreprise n'était pas française, elle était thaïlandaise, via d'ailleurs une filiale hongroise. Oui. Est-ce qu'on aurait eu le même débat, est-ce que vous m'auriez tenu le même discours si une entreprise thaïlandaise, par exemple, comme c'était le cas avant, avait repris ce site et avait conservé l'ensemble des emplois? Est-ce qu'on en serait aujourd'hui à parler du cas Vencorex, si ça avait été le cas? Tout à fait. Parce que, en fait, la différence, c'est que Wanhua, c'était le principal concurrent en fait, de Vencorex. Et Wanhua, c'est un géant mondial qui veut absolument avoir le monopole dans le monde, le quasi-monopole de production du chlore et des dérivés du chlore. Bon. Et vous savez quoi? Ce qui est le plus hallucinant dans cette affaire, c'est que le gouvernement a accepté que Vencorex non seulement soit vendu à Wanhua, et donc que Wanhua puisse poursuivre son projet de monopole sur les dérivés du chlore, hein, c'est la moitié de la chimie dans le monde, hein. Mais en plus, il y a eu la vente pour 1 euro symbolique de tous les brevets de 80 ans de recherche à Vencorex et en France sur les dérivés du chlore. Pourquoi le gouvernement a laissé faire ça? C'est incompréhensible. Et je le dis, c'est catastrophique. Et vraiment, ce sont des répercussions terribles et ça mettra des années à remonter la pente, hein. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, que vous inspire ce cas d'école Vencorex que nous avons choisi aujourd'hui pour parler de la souveraineté industrielle? C'est monopole d'une entreprise chinoise qui a en même temps sur le marché cassé les prix. C'est comme ça que Vencorex a eu des difficultés financières, mais c'est aussi la fin. Selon moi, c'est significatif de ce qu'on a appelé, certains ont appelé la mondialisation heureuse, quoi. Hein, ça fait des années que, et c'était une des raisons de la désindustrialisation dans notre pays, où on a dit finalement pourquoi produire en France? On va aller produire en Chine ou au Vietnam ou ailleurs, c'est beaucoup moins cher, les consommateurs en bénéficieront. Hein, et ça, on voit bien qu'on arrive à la fin de ce système. On arrive à la fin. Alors, non seulement avec ce qui se passe aux États-Unis, mais on voit bien que la nécessité d'un protectionnisme revient. Alors après, est-ce qu'il faut qu'il soit national, est-ce qu'il faut européen? Ça, c'est un autre débat. Ça vous embêtait de voir cette entreprise sous pavillon thaïlandais précédemment, où il n'y avait pas les mêmes risques stratégiques finalement, au bout du compte? C'est même pas uniquement ça, c'est que c'est une entreprise stratégique. Et on a des moyens, enfin, rappelez-vous le décret Montebourg, qui a depuis été complété maintes et maintes fois, et l'activité faisait partie des entreprises dans lesquelles l'État peut intervenir d'une manière, ou interdire, ou intervenir d'une manière ou d'une autre. Et là, on a bien vu que l'État n'est pas intervenu. Y compris s'il y avait des problèmes financiers. D'ailleurs, c'est bien expliqué dans le documentaire. Le fait de devoir dépolluer, par exemple, le site, si l'entreprise fermait, ça coûterait beaucoup plus cher qu'une intervention de l'État. Je ne parle même pas de nationalisation temporaire, d'une intervention de l'État, même temporaire, sans que ce soit une nationalisation. Non, c'est que c'est un secteur sensible, comme ça a été dit, et un secteur sensible, on ne peut pas faire n'importe quoi. Dans la peau de l'ancien leader syndical que vous êtes,
Est-ce qu'il est préférable de voir une entreprise reprendre la totalité ou presque des salariés pour ne pas tomber dans le cas de figure vécu aujourd'hui par les salariés de Vencorex? Bien sûr, dans l'absolu, oui. Mais là, en fait, ce qu'a dit Aurélie, en fait, c'est non seulement une prise en main d'un concurrent, en fait, sur l'entreprise, et en plus, il récupère les brevets. Enfin, attendez, c'est quand même incroyable, ça. Hein, on ne protège même pas notre savoir-faire, quoi. Et ça, c'est pas acceptable. Pascal Perry, votre regard sur ce cas Vencorex? D'abord, premier point, le sel n'est pas un élément absolument stratégique du nucléaire. La question, c'est pas tellement celle de la production, c'est plutôt celle de l'accès. Et manifestement, on nous dit à l'échelon gouvernemental que des solutions alternatives en matière d'approvisionnement ont été trouvées. Je prends acte. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais en tout cas, je veux replacer le débat dans son contexte. C'est ce que dit en tout cas le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, dans ce film que nous venons de voir. Absolument, on ferme pas l'industrie nucléaire française. La deuxième chose, c'est qu'en effet, la Chine pratique ce que les économistes appellent une politique de prix prédateur. C'est-à-dire qu'en réalité, ce sont des prix qui sont en dessous du coût de production. Alors, elle assume ses pertes, mais son objectif, c'est de gagner des parts de marché, d'arriver dans une situation de monopole. Elle l'a fait avec les métaux précieux, elle essaye de le faire avec les véhicules, les voitures électriques notamment. Elle le fait dans d'autres secteurs pour gagner des parts de marché, c'est-à-dire une position de marché très dominante qui lui permettra ensuite de régler, l'assortiment, les prix, c'est-à-dire de gouverner le marché. Et ça, il faut absolument l'éviter. La traduction en France, c'est que malheureusement, c'est un redressement judiciaire. Vous savez ce que c'est qu'un redressement judiciaire? C'est quand il y a un défaut de paiement. Donc on a en France une boîte, et là c'est le droit des procédures collectives, on a en France une entreprise dont l'activité est structurellement déficitaire. Qu'est-ce qu'on fait? Là, c'est un vrai cas de conscience politique. Alors, est-ce qu'on nationalise toutes les boîtes qui sont en difficulté? Si on fait ça, on va y investir une partie de l'argent public. Ça a été une des solutions avancées pour régler ce cas Vencorex. On l'a vu aussi dans le documentaire. Mais la nationalisation, elle ne change pas les fondamentaux de gestion. Le fondamental de gestion, là, qu'est-ce que c'est? C'est la compétitivité. Et c'est un des sujets qu'on a oublié de traiter en France depuis une quarantaine d'années, puisqu'on doit parler de désindustrialisation. La désindustrialisation, elle commence vraiment en France dans les années 80. Moi, j'étais jeune homme, j'ai suivi les événements de la sidérurgie, du textile, de l'aluminium. On a pris acte de l'aluminium. On a pris acte, si vous voulez, en France, et c'était une décision politique plutôt assumée à gauche d'ailleurs, par le gouvernement de François Mitterrand et de Laurent Fabius. On n'est pas compétitif, on va fermer nos grands centres de production et on va procéder à un accompagnement social du chômage. Moi, j'ai vu des gens à 52 ans en pré-retraite, Jean-Pierre. 52 ans en situation de pré-retraite. Dans les mines. Et on leur disait, 46 dans les mines, et on leur disait, c'est fini pour vous. Les femmes qui continuaient de travailler dans la famille allaient travailler le matin dans le secteur des services et les hommes restaient à la maison. C'était en plus désespérant sur le plan humain. Et à la différence des Allemands qui ont choisi de consacrer l'argent public à restructurer leur industrie, on a pris acte du fait que dans une société très heureuse des loisirs et des services, on allait laisser la sale industrie aux autres. Le résultat, on l'a sous les yeux. Dans les produits qui concernaient cette entreprise Vencorex, la Chine est en surcapacité de production. Et pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant, l'un et l'autre d'ailleurs, aujourd'hui et en 10 ans, la Chine a capté la moitié de la production mondiale de la chimie. Voilà, là, vous êtes en situation de domination de marché. Ouais. Là, c'est vous qui faites le prix. Ouais. Avons-nous capitulé sur ce thème de la souveraineté industrielle? Pascal Perry vient de nous brosser très rapidement une partie de l'histoire et l'évolution industrielle française depuis les années 80. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, vous dites aujourd'hui, oui, nous avons capitulé en ce qui concerne la préservation de notre souveraineté industrielle? Attention, nous, c'est les gouvernements successifs sous Macron, et je dirais même en partie sous Hollande. Il faut se rappeler Florange, par exemple, et l'acier, des hauts fourneaux qui ferment. Donc oui, ces gouvernements-là ont capitulé, mais pas les Français. D'ailleurs, heureusement, sur Vencorex, il y a des gens qui se battent. Il y a des syndicats de salariés qui se sont battus pour porter un projet de reprise que nous considérions comme viable. Et je le dis, le gouvernement a cette responsabilité-là de ne pas l'avoir soutenu. Au dernier moment, ce sont d'ailleurs par le biais des syndicats de salariés qu'un investisseur indien a été trouvé. Ça n'a même pas été examiné par le tribunal de commerce. Le gouvernement aurait pu, par le biais du procureur, faire appel pour laisser le temps
aux salariés ou à cet investisseur... De faire un tour de table, oui, voilà, tour de table. Financier. hein, Oui. voilà. Eh bien, ça n'a pas été fait. Donc oui, il y a une responsabilité immense de ce gouvernement, comme de gouvernements précédents. Les moyens ne sont pas mis, justement, pour préserver cet outil industriel et le transformer. Et là, je le dis aussi, il y a un projet actuellement qui se travaille de chimie verte pour tenter, justement, de maintenir de l'activité sur ces sites là-bas. Mais ça ne vient pas du gouvernement. C'est parce qu'il y a encore, heureusement, des salariés, des industriels qui se battent pour ça. Donc oui, je le dis, ce n'est pas les Français qui capitulent, c'est les gouvernements. Et ensuite, je voudrais... Non, mais est-ce qu'il n'y a pas eu un sursaut tout ce que j'ai pu lire sur le sujet disent aujourd'hui, attention, il y a eu un sursaut après la crise de la Covid-19, notamment. Alors, une prise de conscience, évidemment, des Français, mais aussi des gouvernants français. Bah, les gouvernements, c'est trop Est-ce que ça a été le cas? C'est trop vite passé. Je vais vous dire un chiffre qui met tout le monde d'accord. La part de l'emploi industriel dans l'emploi total n'a jamais été aussi faible en France. Voilà. Donc on peut nous endormir avec tous les mots de réindustrialisation, etc. C'est un fait. D'accord ? Il y a un petit biais statistique, on l'y trouvait. C'est qu'on a sorti de l'industrie tout ce qu'on appelle les éléments supports, qui étaient comptabilisés dans l'emploi industriel précédemment. Les services qui ne sont pas directement liés à la production. Oui, les services aux entreprises, on les a sortis. Mais non, mais là, je vous prends les chiffres à périmètre constant, parce que j'y ai travaillé. Oui. Deux métiers, vous ne l'avez pas dit, mais il se trouve que voilà, je suis enseignante-chercheuse en économie et que je travaille encore avec des collègues en économie, et on a bien montré qu'à périmètre constant, je suis d'accord, il faut faire attention à ça, il faut se méfier. Il y a bien un emploi industriel qui n'a jamais été aussi faible. Et ce que je constate, ce que nous constatons, tout groupe politique confondu, dans la commission des affaires économiques, c'est que s'effondre l'acier, la chimie, l'automobile, l'aéronautique, même le spatial est en difficulté. Donc c'est pas... Enfin, vous voyez, à un moment donné, il faut bien qu'on vive concrètement et de quelque chose. On ne va pas laisser tous les autres pays du monde produire à notre place, quand même. On ne va pas uniquement être un pays de plateforme logistique, vous voyez. Est-ce que nous avons capitulé depuis ce sujet, malgré la crise de la Covid et la prise de conscience mais c'est qu'on a pris du retard. À la suite de la crise de la Covid. Quand vous avez des pans entiers, ou quasi entiers de l'industrie qui ont disparu, vous ne reconstruisez pas ça en 2 ans ou 3 ans. En plus, il y a la nécessité aujourd'hui d'avoir une dimension européenne sur plein de dossiers. On en est loin mais là, encore. on va y revenir. Oui, on va y revenir, mais on en est loin encore. Même dans des dossiers comme l'intelligence artificielle, on est en retard par rapport aux Chinois, on est en retard par rapport aux Américains. Donc il y a vraiment un gros travail à faire. Mais regardez, tout le monde dit situation géopolitique nécessite qu'on produise plus d'armement en France. Vous interrogez les entreprises d'armement, ils n'ont aucune commande de l'État. Ils sont tous prêts à travailler, ils n'ont aucune commande. Donc voilà, entre le discours et la réalité, il y a quand même un fossé. Pascal Péry. Sur la réindustrialisation, qui est un dossier qu'on a sur la table pour au moins 2 générations, il faut admettre cette idée. Jean-Claude Maillet a raison. Une fois qu'on a désindustrialisé, la désindustrialisation, ça descend par l'ascenseur, et la réindustrialisation, ça remonte par l'escalier. Vous voyez, la formule, elle est extrêmement parlante. Autrement dit, ça prend beaucoup de temps. Parce que l'industrie, c'est une activité très intense en capital. Il faut mettre beaucoup d'argent sur la table. C'est intense en savoir-faire. Quand vous vous rendez compte qu'on a fait venir des soudeurs canadiens pour nos centrales nucléaires, quand même, c'est un monde. Et puis pendant ce temps-là, vous savez, l'économie, c'est une cinétique, ça avance, c'est que les concurrents n'attendent pas. Donc on a, dans les années 80-90, et alors jusqu'à ce jour, délocalisé une partie de nos productions en disant on va faire le bonheur des consommateurs. Là, voilà, il faut acheter toujours moins cher. On accablait les salariés, on fermait des entreprises, on accablait les salariés, on chargeait les contribuables, parce que le chômage, ça a un coût quand même, la sous-activité, ça a un coût. Et puis on s'est dit, le problème est réglé. Mais eux, ils ont avancé. Les Chinois, aujourd'hui, tous ceux qui observent la Chine aujourd'hui, vont vous dire que non seulement ils copient très bien, mais ils inventent. La Chine n'est plus simplement l'atelier du monde, c'est le laboratoire du monde. Prenez un domaine comme l'aéronautique, que je connais mieux que les autres. Vous avez Comac qui fabrique des avions chinois. Il y a eu évidemment des coopérations avec Airbus. On a transféré un certain nombre de savoir-faire, ce qui était normal dans le cadre d'une coopération. Mais aujourd'hui, ils vont être capables de faire aussi bien, sinon mieux, à des coûts de production qui ne sont pas les nôtres. Le marché... Donc on a baissé le pavillon pour répondre à ma question. Donc, on a capitulé. À votre question, il faudra une génération.
pour réindustrialiser ce pays. Il faudra donner de la visibilité. Mais est-ce qu'on a franchi quelques escaliers, quelques marches de l'escalier dont vous parliez tout à l'heure, depuis la crise du Covid, depuis l'affaire Alstom, 2014? Oui, il y a des secteurs dans lesquels nous sommes en situation de reconquête. J'admets que c'est extrêmement timide et comme on est au tout début, la courbe est fine et complexe à observer. Qu'est-ce qu'on reconquiert? Dans le domaine aéronautique, on est par exemple très fort. C'est celui qui va pour l'instant pas trop mal, encore qu'Airbus, on pourra en reparler. Dans le domaine de la défense, Safran, Thales, etc., y compris les fonderies de Tarbes, enfin, des entreprises, cet écosystème. Jean-Claude Maillet voulait rajouter quelque chose. Oui, non, les transferts de technologie de l'industrie française, c'était le cas d'Airbus, par exemple, vers la Chine. Vous allez voir que dans les années à venir, on va demander l'inverse. Quand des Chinois investiront en France, on va leur dire « mais faites-nous des transferts de technologie ». On se retrouve aujourd'hui dans une situation de pays émergent d'une certaine manière. Donc, et pour remonter ça, il va falloir du temps et il faut une dimension européenne. On aura beaucoup de mal sinon. Quand on parle de souveraineté industrielle, on pense aussi à la dimension stratégique. Oui. Vancorex alimentait une partie, évidemment, du nucléaire français. Une toute petite partie, dites-vous, mais... Ouais, non, c'est pas central. Non. Bon, mais en tout cas, il y avait cet enjeu. Est-ce que aujourd'hui, il y a matière à hiérarchiser la souveraineté industrielle, à la catégoriser, par exemple, en fonction des intérêts stratégiques de notre pays? On peut hiérarchiser les choses. Et comment, dans votre esprit, quelle est la hiérarchie en matière de souveraineté industrielle en la matière? Alors justement, je voudrais reprendre votre terme hiérarchie et reprendre celui de Pascal Perry, de la visibilité. En réalité, on ne retrouvera pas de souveraineté industrielle sans planification. Et on l'a pas, cette planification? Non, on l'a pas. D'ailleurs, on a un Premier ministre qui a été haut commissaire au plan, mais qui n'a jamais sorti de plan réellement. Ça continue. Et ça continue, il n'y a pas de plan. Mais je veux dire, il y avait le plan relance 2030, annoncé en 2020 Alors, parlons de France 2030. À l'époque, par le chef de l'État, Emmanuel Macron. Vous savez ce que disent tous les experts? C'est 1 milliard par-ci, 1 milliard par-là. Il n'y a pas de ligne directrice, il n'y a pas d'objectif prioritaire, on ne sait pas où on va. Il n'y a pas de plan. Or, vous parliez des autres pays. Par exemple, l'Allemagne. Ils ont prévu plusieurs centaines de milliards d'euros d'investissement dans les années à venir. Nous, que dalle. Austérité budgétaire, austérité budgétaire, austérité budgétaire. En attendant, les autres pays sont en train d'avancer, nous non. Par exemple, il faudrait faire une vaste décarbonation de l'économie. Eh bien, les budgets qui servent à cette décarbonation, à la transition écologique absolument indispensable pour tenir bon en matière industrielle, eh bien, ces investissements sont sucrés. Voilà le problème. Et donc, je vous le dis, oui, c'est possible. Et vous avez raison, ça prendra du temps. Mais la première chose à faire, c'est un plan, discuter avec des hiérarchies, des priorités. Il faut des moyens budgétaires, mais c'est des moyens budgétaires qui, évidemment, rapporteront sur le long terme. Parce que, vous savez, perdre la souveraineté industrielle, ça coûte cher. C'est même pas estimable. Ça veut dire qu'on se... Sur ArcelorMittal, vous aviez un des responsables syndicaux qui m'a dit ceci, qui m'a dit, vous vous rendez compte, il y a de l'acier partout autour de vous. Imaginez que demain, eh bien, on doive importer de l'acier produit ailleurs avec des prix qui feront le yo-yo, dont on dépendra complètement. Et donc, tout ce qui est autour de nous aussi dépendra de ce prix-là. Comme sur le nickel, par exemple. Exactement. Voilà ce qui va se passer. Et dans ArcelorMittal, il y a Arcelor, ce groupe avec français. Et il y a Mittal. Mittal, c'est indien et c'est lui qui détient la majorité du capital de l'ensemble. Là, vous êtes sur une activité qui est très intense en capital. C'est vrai qu'en France, il faut l'admettre, pour de bonnes raisons que je défendrai, on s'est imposé des contraintes de production. Production à l'arc électrique, on n'a plus recours au charbon, comme les Indiens, comme les Chinois. Mais à l'évidence, on le regarde comme une réalité qu'on peut regretter. Les Indiens, les Chinois produisent de l'acier, une matière première, beaucoup moins chère que la nôtre, parce qu'ils produisent dans des conditions sociales et environnementales qui ne sont pas les nôtres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez l'un et l'autre déjà évoqué la question, on se protège. C'est-à-dire que se protéger, c'est pas scandaleux. Dans un monde où tout le monde se protège, et nous, où Européens, on reste fenêtre et porte ouverte au monde externe, nous sommes vulnérables. Donc on se protège, on impose des conditions de production pour avoir accès à notre marché. Notre capital, c'est quoi, Jean-Pierre? C'est notre marché, 450 millions de consommateurs qui ont de l'argent. C'est pas rien. C'est le premier marché solvable du monde. Et vous parlez bien sûr du marché de l'Union européenne. Bien sûr, pour y avoir accès, pour le marché des 27, pour y avoir accès, vous payez
vous payez de façon directe ou indirecte par une contribution environnementale, sociale. Ça s'appelle de la fiscalité. Vous venez investir chez nous à nos conditions. À défaut, vous restez à la porte. Jean-Claude Mailly, aujourd'hui en 2025, avec la Chine, les États-Unis qui s'imposent de plus en plus comme les futurs acteurs principaux de la deuxième partie du siècle, est-ce qu'il faut encore raisonner souveraineté industrielle française ou est-ce qu'il est urgent de raisonner comme souveraineté industrielle européenne ? Non, la dimension européenne est indispensable aujourd'hui. On voit très bien d'ailleurs que si Airbus ça marche, c'est aussi parce qu'il y a une dimension européenne historiquement sur Airbus. Donc, elle est déjà en route, cette souveraineté industrielle européenne, ou on en est loin ? Dans les conditions, comment voulez-vous décider ? Enfin, bon, je rappelle que l'Europe très élargie, un grand marché. Souvent Airbus comme un exemple. Oui, non, mais c'est une volonté aussi des Américains au départ. Hein. Ils n'ont jamais voulu d'une Europe forte, ils ont préféré avoir une Europe grand marché. Il ne faut jamais oublier ça, hein, y compris par rapport à la situation actuelle. Ceci étant, rien n'interdit aujourd'hui au niveau européen de faire ce qu'on appelle des coopérations techniques renforcées. Quelques pays ensemble peuvent décider d'aller plus loin. Peut-être qu'avec l'Allemagne, ça va s'arranger dans les semaines à venir, espérons-le en tous les cas, mais la dimension européenne est indispensable, y compris sur le protectionnisme. C'est pas une raison non plus... protectionnisme au niveau européen, y compris des taxes et des fiscalités au niveau européen, des exigences. Peut-être il faut se protéger, sinon on est vraiment des grands naïfs, quoi. Les Chinois se protègent, les Américains se protègent encore plus qu'avant. Donc c'est une Europe qui soit une Europe décisionnelle, certes, mais qui sait se protéger et qui sait être le troisième concurrent mondial. Sinon, entre les États-Unis et la Chine, on va vraiment être en très mauvaise posture. Selon vous aussi, cette thématique de la souveraineté industrielle, on doit la traiter maintenant, dans les années qui viennent, forcément à l'échelle européenne ? En tout cas, en matière de protection, de toute façon, la politique commerciale, elle est une prérogative de l'Union européenne. Maintenant, je considère que le gouvernement n'y met pas les moyens qu'il faut. C'est-à-dire que là, il faudrait taper du poing sur la table de façon très forte. Je rappelle aussi que le commissaire en charge de tout ça, il s'appelle Stéphane Séjourné et il est envoyé par la France. Je veux dire, y compris le PDG d'ArcelorMittal dit « mais que fait-il » on a un vrai problème, par exemple, sur l'acier. Il est urgent de protéger davantage. Et malheureusement, on a un gouvernement qui, au contraire, au lieu d'appeler à plus de protectionnisme solidaire, eh bien dit, ah ben non, il faut multiplier les accords de libre-échange. Éric Lombard appelle à un accord de libre-échange industriel avec les États-Unis. Tout sauf ce qu'il faut faire, en fait. Il faut, nous aussi, mettre des protections intelligentes, diversifier les partenariats, discuter avec la Chine pour voir comment on peut aussi trouver des accords équilibrés, négociés, s'adresser au Sud global. Bon, voilà, et tout ça, pour moi, n'est pas fait. Et je finirai en disant que maintenant, nous, on a un devoir de parlementaire face à ce gouvernement. Bon. Moi, j'ai demandé une commission d'enquête et pour l'instant, elle est signée, y compris par des députés de droite pour que nous fassions toute la lumière sur la responsabilité du gouvernement vis-à-vis de la chute de Vancorex. Bon, il faut aussi, je compte porter, et j'espère que nous serons nombreux à la porter, une résolution pour plus de protection aux frontières européennes. Donc, dans ce pays, il y a aussi une Assemblée nationale qui doit faire son travail d'opposition à cette politique gouvernementale qui, pour moi, est très néfaste. On parlait de hiérarchiser tout à l'heure, peut-être à une manque de planification, dites-vous, du côté du gouvernement, de hiérarchiser les secteurs à privilégier en matière de souveraineté industrielle. Ça serait lesquels, à vos yeux ? Pour moi, il y a deux questions à se poser. D'abord, le plan. Je suis favorable à l'idée du plan. Géographe et planification, ça a permis d'aménager le territoire. Donc, ça marche aussi en économie. La deuxième chose, il faut se poser une question simple. Quelles sont les souverainetés auxquelles je ne veux pas renoncer ? C'est-à-dire, on choisit ses dépendances. On ne peut pas être indépendant sur tout. Il y a des éléments qui me paraissent absolument essentiels. D'abord, on les cite. D'abord, enfin, dans mon esprit, je vous donne les miens. Pour moi, c'est d'abord la souveraineté alimentaire. Ensuite, c'est la souveraineté énergétique, c'est la souveraineté en matière de santé. Ces trois sujets qui, de mon point de vue, ne sont pas négociables. Et donc, on se dit, voilà, on a du temps, on a du capital, il y a une volonté sur une génération, l'équivalent de 25 ans, eh bien, nous allons travailler pied à pied à consolider ces trois souverainetés. Il y a celle sur la défense nationale, évidemment, qui ne se discute même pas, c'est la base, la sécurité des frontières, et même au-delà des frontières. Mais au moins, sur ces quatre sujets,
on se dit qu'on ne peut pas dépendre des autres. C'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter une dépendance à l'égard de tiers qui sont parfois des manipulateurs, qui nous roulent dans la farine avec des politiques de prix qui sont insincères, qui utilisent nos règles de concurrence et au fond, on a en face de nous des gens qui utilisent la démocratie comme des ennemis de la démocratie et qui en profitent. Et ça, c'est inacceptable pour tout à la fois quelqu'un qui fait de l'économie et qui en même temps est républicain. Dernière question, les syndicats européens, au niveau européen, ont un avis particulier sur la question La Confédération européenne des syndicats sur ces questions-là, oui, est partisane d'une meilleure coordination européenne, y compris sur l'aspect industriel, bien entendu. Ils portent ça au niveau européen, l'ensemble des syndicats. Hein. Je rappelle que cette confédération qui est peu connue rassemble d'ailleurs la quasi-totalité des syndicats français font partie de la Confédération européenne des syndicats. Ça sera le mot de la fin, Jean-Claude Mailly. Merci vraiment à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Après ce documentaire de la rédaction de LCP consacré à Vancorex, cette entreprise qui a donc été reprise par son principal concurrent, il est chinois, avec au final malheureusement 46 emplois seulement préservés sur ce site grenoblois, sur les quelques 450 salariés qui étaient employés jusqu'à maintenant dans cette entreprise. Vos réactions, ça sera sur #DébatDoc. Merci à Félicité Gavalda, Yasmine Benaïssa qui, comme à l'accoutumée, m'ont aidé à préparer cette émission. Puis moi, je vous retrouverai pour un prochain Débat Doc. Ça sera bien sûr avec son documentaire et son débat. À très bientôt.